Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un premier invité, Franck Launay. Bonjour Franck. Bonjour tout le monde. Le domaine Le Chemin. Alors racontez-nous, vous êtes, c'est l'histoire de vin qui est dingue. Hein. Il y a vous, il y a Mathieu, lui il était avocat, vous êtes directeur commercial. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Puis un jour, vous retrouvez vignerons tous les deux dans le Larzac. Racontez-nous, c'est une belle histoire. Eh bien, deux passionnés de vin à la base, donc pas du tout de vigne dans la famille. Donc on faisait partie d'un petit groupe de copains, copines totalement autodidactes et amateurs de vin, de belles bouteilles, avec des métiers qui avaient nous donné la chance de Vous pouvoir... étiez basé où alors? Paris. Vous, Paris, et le bureau était pas loin. D'accord. Et Mathieu était à Bordeaux, voilà. Et lui était directeur commercial dans le diagnostic médical. Son métier l'amenait régulièrement à Paris. On avait un petit groupe de copains qui se retrouvaient autour de belles bouteilles, dégustation à l'aveugle évidemment, pour ajouter le côté ludique et pour pouvoir en dire du mal surtout. Et la passion progressivement est devenue beaucoup trop envahissante jusqu'à ce que nos femmes nous disent faites-en quelque chose ou taisez-vous à jamais, mais faites quelque chose. Donc vous n'avez pas divorcé, vous avez suivi vos femmes? Pas encore. Pas encore. On a encore besoin d'elles. Et alors là, donc vous avez changé de vie? Totalement. Donc, mais alors c'est marrant parce que l'avocat, quand même, souvent ils sont prétentieux et quand même le vin, c'est quand même une école d'humilité, non? C'est pas paradoxal pour l'avocat? Des éléments il y a de aussi réflexion. plein d'avocats formidables. Hein, mais... Non, mais ça fait partie des éléments de réflexion, évidemment, de se confronter à quelque chose dont on ne maîtrise finalement pas grand-chose, de se soumettre aux éléments, d'accepter de ne pas produire plus que ce que peut donner une année, de ne pas pouvoir repousser les limites d'un millésime, de repartir tous les ans d'une page blanche avec juste sa petite expérience supplémentaire des années précédentes pour espérer pouvoir faire mieux l'année suivante. C'est évidemment l'école de l'humilité, oui. Et vous n'êtes jamais engueulé depuis 2018? Avec mon associé, des centaines de fois. Ah mais c'est génial, Christelle, comme aventure, non? C'est vrai, partir oui, de rien, quoi, il y a de plus en plus de reconversions, de toute façon, dans ces métiers. Après, je dirais, est-ce que vous étiez conscient de ce qu'était le métier de vigneron avant de vous reconvertir? Vous avez l'air passionné, vous êtes convaincu. Je pense que vous êtes content d'être à votre place aujourd'hui, mais est-ce que vous étiez conscient de ce que vous alliez vivre comme épreuve dans le domaine? C'est un métier qui véhicule beaucoup de romantisme. Et puis, nous, on était des passionnés, donc on allait voir les vignerons. Donc on allait dans la vigne, on faisait les routes des vins, donc on avait tous ces décors magnifiques, ces portraits de vignerons qui à chaque fois étaient extraordinaires, et on avait bien conscience que le vin, il n'avait pas le même goût selon qu'on avait le vigneron en face ou pas, quoi. Donc évidemment, ces images-là sont assez puissantes, et effectivement la vérité du terrain, c'est autre. Après, ce qu'on a été chercher aussi, c'est ce métier polymorphe. C'est ça, quoi. Voilà, c'est à la fois la vigne, c'est à la fois les vinistes, mais c'est aussi... terrasses du Larzac, parce que vous avez pris quoi, entre Bordeaux et Paris, vous avez pris un espèce de milieu qui tend plutôt vers le sud, et pof, vous avez atterri là-dedans? Oui. Ça, c'est la magie des dégustes à l'aveugle. C'est qu'on commençait à empiler les noms dans le secteur sur dont on s'est dit soit il n'y a que des génies de la vigne, soit il y a aussi un beau terroir. Donc on était assez convaincus que c'était une région qui était porteuse pour cela. Et il se trouve qu'économiquement, c'est un des derniers terroirs sur lesquels on peut avoir des terres qualitatives à un prix relativement raisonnable. C'était à combien? Parce que là, ça fait quoi, une petite dizaine d'années que vous êtes lancé, quoi? On était autour de 20 000 € l'hectare. C'est bien plus cher aujourd'hui. Oui, c'est ça a beaucoup augmenté. Hein. Oui. On est à combien? Au double? Quasiment, oui. Quasiment au double, quoi, oui. Christelle? Oui, c'est vrai que je trouve qu'on entend de plus en plus parler des vignerons de terrasse du Larzac pour la qualité. Donc, et puis ils sont plutôt sympas. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, c'est vrai que, honnêtement, les vignerons que j'ai rencontrés ces derniers temps qui se sont reconvertis ou installés, beaucoup de jeunes. Donc, je pense que ça fait du bien à l'appellation, ça la dynamise. Et au monde du vin en général, d'ailleurs. Au monde du vin, tout simplement. Vous amenez aussi, même si vous étiez avocat, cette humilité, je pense. Et ça fait du bien de la retrouver. Et sur l'appellation terrasse du Larzac, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que même si on est dans le sud, on peut avoir cette impression de chaleur, on a l'impression qu'on aura des vins tanniques, c'est pas le cas. Notamment, vous avez des possibilités de faire des 100% Cinsault, des 100% Carignan. Pas en appellation, c'est un cépage accessoire. C'est pas accessoire, voilà, maximum 20%. Accessoire. Voilà. Mais il y a beaucoup de... On fait un pur Cinsault en vin de France. Voilà, c'est ça, vous le faites en vin de France. Et là, ça donne, je trouve, des très grands vins. Le Cinsault est un cépage endémique et qui a vraiment cette propriété d'avoir des tanins très souples et puis avec une aromatique plutôt florale. C'est vrai que ça change de l'expression des cépages sudistes qu'on connaît par cœur, comme les Grenaches, les Mourvèdres, les Carignans. C'est un cépage qui a toute sa place. Et en plus, il fait peu de degrés. Donc dans l'assemblage, il est assez vertueux parce qu'il permet de tempérer le degré global dans la bouteille. Et en monocépage, c'est un tanin qui est vraiment protéiforme. Il supporte les élevages courts, les élevages longs. On peut en faire plein de choses. Vous avez pas mal de monocépages en fait. Vous avez testé ça sur combien de cépages différents? On en a 5, donc on a 5 cuvées en monocépage. En 100%, quoi. En 100%. C'est fou, ça. Ouais. Et alors, aujourd'hui, combien d'hectares vous avez? 9 hectares.
Et vous bossez à deux, là, vous faites tout en fait. Hein. On fait tout, sauf pendant les vendanges manuelles, donc là, il faudrait pas être trop prétentieux. Donc on a un petit coup de main sur on a nos épouses. Non, c'est pas vrai. Et puis des beaux enfants. Je retire mes propos là, c'est les enfants, tout ça. Voilà. Vous pouvez travailler les vieux aussi, non? Il n'y avait pas de vieux dans la famille? Il y en a qui traversent la France pour venir. Et alors, votre première vendange, là, chez nous. comment vous l'avez vécu là? Parce que quand même, c'était pas vos métiers à tous les deux là. Non, et puis en plus c'était rock'n'roll puisque 2018, le premier millésime, j'étais encore en formation. Je passais un BPRE à Agropolis et Mathieu finissait sa vie professionnelle à Bordeaux. Donc lui, il a pris ses congés pour pouvoir venir faire les vendanges. Et il se trouve que donc on était chez le notaire le 21 août, on vendangeait le 1er septembre et les cours de vinif étaient en novembre. Donc on a mis les petits plats dans les grands. Donc c'était très spécial comme année. Mais la chance du débutant, on est tombé sur nos pattes. Oui. Pourquoi le nom chemin, ce domaine? Pourquoi il fallait bien trouver un nom. On était à 2 mois de la mise en bouteille, on n'en avait toujours pas. Et bon, évidemment, ça fait écho à beaucoup de choses. En fait, l'étiquette, c'est la carte hygiène des terrasses du Larzac. Donc vous avez là où sont nos vignes, donc le village d'Arboras, là où est actuellement notre cave, donc pas loin de Jonquière. Et ça fait écho à plein de choses. C'est un chemin évidemment personnel, mais aussi on est sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc nos vignes Arboras sont traversées par un chemin de Saint-Jacques. Ça peut être un chemin de croix aussi. Hein. Voilà, enfin, on peut faire plein de blagues autour de ça. Je vous raconte pas ce qu'on nous a sorti quand on revient déguster chez nous. Voilà, ça s'exporte en anglais? Pas du tout. On a encore eu la discussion il y a 48 heures. Non, pas du tout. Bon, allez, The Road. Alors, Christine. Et aujourd'hui, justement, vous êtes plutôt vous visez les cavistes, les prescripteurs, le marché français. Enfin, je veux dire, avec ce que vous produisez, vous restez essentiellement restaurateur caviste pour vous faire connaître. Exactement. Vous vous déplacez vous-même ou comment vous faites pour la commercialisation? On s'est beaucoup déplacé nous-mêmes. Après le début de commercialisation, c'était en plein Covid. Donc quand la cible, ce sont les belles tables et les belles caves, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Donc on a beaucoup compté sur les particuliers au début. Donc les copains, prescripteurs, la famille évidemment, mais qui sont des super relais pour débuter. Et donc ensuite, c'était pareil. Trouver des agents à cette époque-là, c'était quelque chose d'assez compliqué, mais qui aujourd'hui devient indispensable. 20 000 bouteilles, c'est facile d'en vendre 5 000. 10 000, ça commence à faire peser un peu. Il faut avoir des bons copains. Vous voulez grandir ou pas, Franck? Pas du tout. Non, là, vous êtes bien à 9-10 hectares. L'air est plutôt à la décroissance. Enlever les hectares? Oui. Et pourquoi? Pour travailler mieux, on fait tout nous-mêmes. Et là, on a, sur les 9 hectares, il y en a 2,5 qui sont pas mécanisables. Bon, qui sont les vignes auxquelles on tient le plus. Donc, moins travailler, il doit vendre ça très cher. Combien ça coûte de bouteille? Ça va de 11 € à 29 pour le pur Carignan, qui sont des vignes de 70 ans, qui sont pas mécanisables et qu'on ne veut pas, arracher. Voilà. Mais je trouve que c'est ce qui est intéressant dans cette appellation, c'est qu'on a des vins de très belle qualité sur des prix très raisonnables. Est-ce que vous faites un peu de vin blanc? Pas du tout, c'est pas par choix, c'est parce que c'est moins de 10% des surfaces plantées là-bas, donc on est en train de travailler sur le cahier des charges. Et une des particularités, c'est que c'est le chenin qui a été planté historiquement là-bas, et il a commencé par Olivier Julien. Et donc c'est un cépage qui figurera normalement parmi les cépages principaux, parce que dans le Languedoc, une des grandes spécificités, on pensait que ça se handicape, et c'est une qualité d'avoir le chenin, puisqu'il est qu'à 2 endroits dans le Languedoc, c'est à Limoux, et sur cette partie des terrasses. Absolument, il supporte bien. D'ailleurs, Christelle, le chenin, il vient plutôt de quelle région en France? Plutôt c'est vrai qu'on le retrouve surtout en Loire. Hein, on a évidemment des super Carignan blanc. On peut retrouver évidemment les classiques, Grenache blanc, Grenache gris. Il y a du Terrette également. Une grande diversité de cépages. Du Bourboulinc. Vous vous éclatez? Complètement. Vous adorez votre métier? Pas de regret, vous êtes passé d'une robe à une autre? Non, aucun. Même si ça fonctionne pas, il n'y aura pas de retour en arrière, ça c'est sûr. Et vos épouses respectives travaillent pas sur le domaine quand même? Non, nos femmes ont conservé leur métier respectif. C'est elles qui font bouillir la marmite. Elles font quoi? On est jardiniers bénévoles pour l'instant. Elles font quoi, vos épouses? Ma femme est restée avocate. Et la femme de Mathieu, ils se sont également rencontrés dans leur ancien métier. Donc elle est également. Oh là là, c'est bon ça. Mais je trouve que c'est intéressant là ce que vous venez de dire. Vous dites bénévole, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous payer encore. Non. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est là où on voit que la dureté des métiers. Mais ça, faut le dire aussi, parce que ça veut dire que ça vaut le coup 2 fois plus d'acheter vos bouteilles. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes passionné, vous faites du vin, mais aujourd'hui, et que c'est un paquebot de charge à l'origine, et qu'il faut lancer la machine, et que ça prend, c'est toujours ce qu'on a entendu dire, il faut 10 ans. Ça fait 8. Donc 10 ans sans salaire. À Torreru, on est plus si loin. Vous avez un hôtel sympa ou un gîte à le conseiller si on vient vous voir, tout là-haut? Ils vont m'en vouloir, parce qu'il ne faut pas que j'en oublie, mais allez, domaine de Pélican. Domaine de Pélican pour dormir? À Gignac. Merci beaucoup, Franck Launay. Merci également, Christelle Tarré. On se retrouve dans un instant pour parler de bouchage avec le dirigeant de Diem Bouchage. Sud Radio Invino, 13h, 13h30.